Un drone militaire dont la valeur dépasse plusieurs dizaines de millions d'euros, neutralisé sans le moindre tir. Ce jour-là, la guerre a peut-être changé de visage, dans un silence assourdissant. Un silence qui, paradoxalement, a résonné bien au-delà des frontières biélorusses. Imaginez un instant, un appareil aussi sophistiqué qu'un jet de combat moderne, dérouté par une simple onde électromagnétique, sans fumée, sans éclat, sans victime. Ce n'est pas de la science-fiction, mais le récit d'une réalité nouvelle. Le 17 décembre, un événement presque passé sous les radars secoue pourtant l'équilibre régional. La Biélorussie affirme avoir neutralisé un drone MKU-9 Reaper, fleuron de l'arsenal occidental, après son intrusion présumée depuis l'Ouest. Cette opération, bien que discrète, s'inscrit dans une longue tradition d'incidents frontaliers, mais avec une nouveauté de taille. La technologie de neutralisation n'est plus l'obus ou le missile, mais l'invisible, le champ électromagnétique. Pour saisir l'importance de cet événement, il faut remonter dans l'histoire récente. Souvenons-nous des années 80, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique se livraient à des jeux d'espions au-dessus du rideau de fer. À l'époque, chaque frontière était le théâtre de survols clandestins, de satellites espions et de tentatives de brouillage. Mais jamais un drone aussi coûteux, aussi avancé, n'avait été neutralisé sans une seule munition. Mais cette fois, aucun missile, aucun bruit d'explosion. Les forces biélorusses déploient une riposte subtile, la guerre électronique. Par brouillage et piratage, elles arrachent le contrôle de l'engin, coupent toute communication avec ses opérateurs et forcent l'atterrissage d'un appareil dernier cri, sans perte humaine ni même une étincelle. Imaginez la stupeur des opérateurs occidentaux, voyant leur machine leur échapper sans qu'ils puissent réagir, toute la technologie de pointe réduite à l'impuissance face à une attaque invisible. Pour de nombreux experts, cet incident marque une rupture. Il ne s'agit plus seulement de prouesse technologique, mais d'un basculement stratégique. La doctrine de dissuasion et la notion de supériorité aérienne vacillent. Désormais, des systèmes coûtant des millions peuvent être neutralisés par une simple impulsion électromagnétique, inversant peut-être l'équilibre des forces en une nuit. C'est un peu comme si, lors d'un match d'échecs, un pion venait d'éliminer la reine adverse d'un simple déplacement inattendu. Pour comprendre la portée de cette rupture, rappelons-nous d'événements similaires. En 2001, lors d'un incident au large de la Chine, un avion espion américain avait été contraint d'atterrir après une collision avec un chasseur chinois. L'incident avait déclenché une crise diplomatique majeure, mais l'avion n'avait pas été neutralisé par technologie, simplement par hasard. Ici, la Biélorussie démontre qu'elle peut, volontairement, stopper un engin occidental sans confrontation ouverte. Sous-estimer ce type d'attaque, c'est ignorer la vitesse à laquelle la technologie bouleverse les règles du jeu militaire en Europe de l'Est. Chaque geste, chaque riposte peut aujourd'hui déstabiliser un échiquier déjà sous tension. On l'a vu en 2008, lors du conflit en Géorgie, où la guerre électronique avait déjà joué un rôle clé, brouillant les communications adverses et perturbant la coordination des troupes. Pourquoi cet incident, passé presque inaperçu, bouleverse-t-il autant l'ordre sécuritaire régional ? Pour le comprendre, il faut plonger dans les coulisses d'un conflit où la technologie change tout. La Biélorussie, pays souvent perçu comme périphérique, se retrouve aujourd'hui sur le devant de la scène, démontrant une capacité d'action insoupçonnée. Pourquoi la Biélorussie se retrouve-t-elle soudain au centre d'un jeu de pouvoir qui la dépasse ? À première vue, Minsk pourrait sembler n'être qu'un simple pion. Pourtant, la réalité régionale révèle une situation beaucoup plus tendue. Depuis plusieurs mois, la militarisation de l'espace autour de la Biélorussie s'accélère. Exercices incessants, nouvelles barrières frontalières, sanctions économiques en cascade. Prenons l'exemple des exercices militaires conjoints entre la Russie et la Biélorussie. Ces manœuvres, baptisées Zapad, mobilisent chaque année des dizaines de milliers de soldats, des centaines de blindés et d'avions, dans un ballet impressionnant à la frontière de l'Union européenne. Côté occidental, la réponse n'a pas tardé. Des rotations de troupes américaines en Pologne, le déploiement de batteries Patriot en Lituanie et l'installation de radars de surveillance avancés en Lettonie. Loin d'un rôle passif, la Biélorussie s'affirme comme alliée active de Moscou. Son territoire accueille à présent des systèmes d'armes avancés, capables, pour certains, d'atteindre des cibles stratégiques en quelques minutes. Cette alliance militaire avec la Russie rebat profondément les cartes dans toute l'Europe de l'Est. Il suffit de rappeler le déploiement de missiles Iskander, capables de frapper Varsovie en moins de 15 minutes, pour comprendre la tension palpable dans la région. Mais ce n'est pas tout. Le ciel biélorusse devient un théâtre de surveillance permanente.
Drones, parfois armés, vols de reconnaissance, manœuvres aériennes, chaque incursion attise la méfiance et teste les défenses de Minsk. Chacune devient un message adressé aux voisins, une provocation ou un avertissement. En 2023, des drones polonais avaient déjà été repérés à la frontière, poussant la Biélorussie à renforcer ses patrouilles et à tester ses défenses anti-drones. En réponse, l'OTAN et les pays baltes redoublent de vigilance. Leur présence militaire à la frontière s'intensifie. Exercices conjoints à grande échelle, rotation de troupes, déploiement de matériel sophistiqué. La région se transforme en laboratoire de confrontation et la pression sur Minsk ne cesse de croître. Pour illustrer cette montée en puissance, il suffit d'observer les images satellites. Chaque mois, de nouvelles infrastructures militaires apparaissent de part et d'autre de la frontière biélorusse. L'épreuve de force ne se limite pas au terrain. Les sanctions économiques et la guerre de l'information s'intègrent à la stratégie occidentale. Elles asphyxient la Biélorussie tout en alimentant la propagande du régime autour d'un siège mené par l'Ouest. Cette double pression, économique et psychologique, rappelle les tactiques utilisées lors de la guerre froide, où chaque camp cherchait à isoler l'autre tout en maintenant une rhétorique de fermeté. Dans ce climat sous tension, le moindre incident prend des proportions démesurées. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer d'être pris de court par une crise née d'un simple drone, d'une manœuvre à la frontière, et qui pourrait embraser l'économie, la stabilité, le prestige de toute la région. L'histoire regorge d'exemples où un incident mineur a dégénéré. En 1914, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand a suffi à déclencher la Première Guerre mondiale. Chaque geste militaire, chaque vol d'observation, chaque déclaration publique devient un signal porteur de menaces. L'affrontement se joue désormais dans l'ombre. Technologie de pointe, psychologie de la dissuasion, stratégie de contournement. La Biélorussie s'inscrit dans une tradition de guerre hybride, où la frontière entre temps de paix et temps de guerre devient floue. Dans cette atmosphère électrique, chaque opération ou intrusion prend une dimension symbolique et parfois une portée explosive. Tout bascule le 17 décembre, lorsqu'un drone armé occidental viole l'espace aérien biélorusse. L'incident qui s'ensuit va bouleverser l'équilibre de la région. Cette violation, bien que localisée, devient le révélateur d'enjeux globaux. Que révèle la neutralisation d'un drone occidental de dernière génération par la guerre électronique biélorusse? Pour comprendre l'ampleur de l'événement, il faut d'abord en saisir tous les enjeux. Le drone intercepté n'était pas un simple engin de surveillance. Il s'agissait d'un MKU-9 Reaper, l'une des plateformes les plus sophistiquées de l'arsenal occidental. Conçu pour surveiller sans relâche, ce drone peut rester en vol pendant plus de 14 heures d'affilée et couvrir des centaines de kilomètres en toute discrétion. Rappelons que le Reaper est utilisé partout où l'OTAN mène des opérations, en Afghanistan, en Syrie, en Afrique du Nord. Ces drones ont permis d'éliminer des chefs terroristes, de surveiller des convois ennemis et de guider des frappes chirurgicales. Leur efficacité reposait jusque-là sur une maîtrise totale de l'espace aérien et de la communication avec leur base. Ces capteurs sont multiples: caméras infrarouges, radars à synthèse d'ouverture, optiques à très haute résolution. À ces capacités s'ajoutent des armements air-sol, faisant du Reaper un prédateur redoutable, capable de collecter du renseignement et de frapper avec précision. Par exemple, lors des opérations contre Daesh, un seul Reaper pouvait identifier une cible, transmettre l'information au commandement et détruire l'objectif en moins de 5 minutes. Mais cette fois, la Biélorussie n'a pas choisi la force brute. Les opérateurs biélorusses ont mobilisé la guerre électronique. En brouillant les signaux de commande et de navigation, ils ont coupé le lien vital du drone. Résultat, neutralisation totale, sans échange de tirs, mais avec une démonstration technologique. C'est un peu comme si un hacker, d'un simple clic, prenait le contrôle d'un avion de ligne à distance. Le message envoyé est double. Sur le plan matériel, l'OTAN perd un appareil valant plusieurs dizaines de millions d'euros et risque la fuite de données critiques. Sur le plan symbolique, l'incident ébranle le mythe d'invulnérabilité des systèmes occidentaux. Il montre que la haute technologie n'est jamais à l'abri d'une riposte bien pensée. Ce recours à la guerre électronique est un signal stratégique. Minsk prouve sa maîtrise tout en évitant l'engrenage d'une confrontation ouverte. Cette retenue calculée souligne la froideur des décideurs biélorusses. Utiliser la technologie comme levier, sans franchir le seuil du conflit armé. C'est une stratégie qui rappelle la doctrine chinoise du non-combat victorieux, où la victoire est obtenue par la dissuasion et la démonstration de force plutôt que par l'affrontement direct. Mais l'incident va plus loin. Il redéfinit les lignes rouges régionales.
Après la neutralisation du drone, Minsk prévient que toute intrusion future pourrait mener à l'abattage d'avions, même pilotés. Un avertissement clair qui élève le niveau de risque pour tous les acteurs et oblige à repenser les règles du jeu aérien à la frontière orientale de l'Europe. Dans les années 60, l'abattage d'un U-2 américain au-dessus de l'Union soviétique avait déjà provoqué une onde de choc diplomatique. Aujourd'hui, un drone vaut parfois autant, sinon plus, qu'un avion habité. Ignorer cette évolution, c'est méconnaître la profonde transformation des rapports de force. La guerre ne se joue plus seulement à coups de missiles. Elle se déplace dans l'invisible, où doctrine, innovation et communication forgent de nouvelles formes de dissuasion, parfois discrètes, mais toujours décisives. Les spécialistes parlent désormais de zone grise, où chaque acteur teste les limites sans déclencher une guerre ouverte. Mais cet incident n'est pas qu'un simple coup d'éclat technologique. Il s'inscrit dans une escalade beaucoup plus vaste, où chaque acteur affine ses stratégies de confrontation. Pour mesurer ce qui se joue, il faut examiner comment Minsk, mais aussi ses adversaires, adaptent rapidement leurs doctrines et leurs outils. Par exemple, les Russes ont annoncé, après cet incident, le renforcement de leurs propres moyens de guerre électroniques dans la région de Kaliningrad. Jusqu'où ira la prochaine provocation et qui osera franchir la ligne? Cette question hante désormais les stratèges et décideurs d'Europe de l'Est. Depuis l'installation de complexes hypersoniques russes sur le sol biélorusse, l'équilibre sécuritaire du continent ne tient plus qu'à un fil. Pour donner un ordre de grandeur, un missile hypersonique lancé depuis la Biélorussie peut atteindre Berlin en moins de 20 minutes, rendant toute riposte quasiment impossible à organiser à temps. Chaque violation de l'espace aérien biélorusse n'est plus un incident anodin. Elle devient le détonateur potentiel d'une riposte immédiate, quasi automatique, que nul ne saurait prévoir ni contenir. Les avertissements de Minsk sont limpides. La prochaine intrusion pourrait déclencher des représailles d'une ampleur inédite, visant non seulement des drones, mais aussi des avions habités, voire des infrastructures vitales. On se souvient de l'incident du vol MH17 au-dessus de l'Ukraine, où la destruction d'un avion civil avait bouleversé l'opinion mondiale. Cette fermeté n'est pas un simple effet d'annonce. Elle repose sur une intégration militaire sans précédent. Russes et Biélorusses synchronisent désormais leurs radars, partagent leurs batteries antimissiles et coordonnent leurs systèmes de guerre électroniques. Cet axe resserré place l'OTAN face à un bloc plus uni, plus rapide et doté d'une capacité de riposte presque instantanée. C'est un changement par rapport aux années 90 où chaque pays agissait de façon autonome. Mais la vraie révolution, c'est la dissuasion technologique. Les radars longue portée, les brouilleurs avancés, surtout les missiles hypersoniques, bouleversent la donne, un affrontement direct devient moins probable, car chaque camp redoute une riposte fulgurante. Pourtant, cette peur attise une méfiance persistante de part et d'autre de la frontière. L'équilibre de la terreur, qui avait permis d'éviter une guerre nucléaire pendant la guerre froide, se réinvente aujourd'hui sous une forme nouvelle. Dans ce climat, chaque incident, même minime, s'accompagne d'une tension nouvelle. Quand la menace d'une frappe éclair devient tangible, le moindre malentendu, la plus petite erreur de calcul, peut enclencher une escalade incontrôlable. L'histoire récente regorge de moments où des automatismes ou de simples bugs ont failli précipiter le monde dans la crise. En 1983, Stanislav Petrov avait empêché par son sang-froid un échange nucléaire en comprenant que l'alerte de missile était un faux positif. Négliger ce potentiel d'escalade, c'est mettre en péril la sécurité de tout le continent. Les conséquences pourraient largement dépasser le cadre diplomatique. Elles menacent la stabilité collective, la prospérité et, à terme, la paix même en Europe. Une crise militaire en Biélorussie pourrait, par effet domino, toucher le marché de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement et provoquer une vague de réfugiés comparable à celle de 2015. Face à ces risques, comment traduire l'expérience en stratégie concrète? Quelles mesures pourraient empêcher qu'un nouvel incident ne devienne le point de non-retour? Premièrement, la transparence et la communication entre États sont essentielles. L'établissement de lignes téléphoniques directes entre les États-majors, comme cela existe entre Moscou et Washington, permet de désamorcer rapidement les malentendus. Deuxièmement, des exercices conjoints de gestion de crise pourraient en être organisés, impliquant non seulement les militaires, mais aussi les civils, afin de tester la résilience des sociétés face à une escalade inattendue. Troisièmement, l'adoption de protocoles communs pour la gestion des incidents aériens serait salutaire. Par exemple, l'Organisation de l'aviation civile internationale pourrait élaborer des règles strictes pour la notification de vols de drones à proximité des frontières sensibles.
Enfin, le développement de dispositifs techniques de kill switch, permettant de désactiver à distance tout drone égaré, limiterait le risque d'incident majeur. L'incident du 17 décembre n'est plus un simple avertissement, il incarne désormais un tournant stratégique, où la moindre erreur peut redéfinir l'avenir sécuritaire européen. Reste à savoir si les leçons tirées suffiront à conjurer la prochaine crise. C'est une question de volonté politique autant que de préparation technique. Missiles hypersoniques, brouillage électronique, puissance du récit, où résident les armes décisives de notre époque? L'incident du 17 décembre l'a prouvé. La victoire ne se joue plus seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les sphères invisibles de la technologie et de l'information. La Biélorussie a révélé que la maîtrise des systèmes de guerre électronique permet, sans tirer la moindre balle, de bloquer l'action d'un adversaire parmi les plus sophistiqués. Cette supériorité technique dépasse le simple avantage. Elle s'érige en pilier de la dissuasion moderne, forçant les puissances rivales à repenser leurs calculs et à marquer une pause. Pour illustrer ce propos, rappelons que lors de la guerre du Haut-Karabakh en 2020, les drones turcs Bayraktar avaient sans dominer le champ de bataille, jusqu'à ce que les systèmes de brouillage russes commencent à inverser la tendance. Mais la technologie ne fait pas tout. Une autre leçon s'impose, la clarté des lignes rouges. Quand Minsk affiche publiquement ses seuils de riposte et promet une sanction immédiate à toute violation, le risque d'escalade incontrôlée diminue. Sans règles explicites, le moindre incident pourrait dégénérer en guerre totale par erreur ou manipulation. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la crise des missiles de Cuba n'a pas dégénéré en conflit nucléaire. Chaque camp avait clairement défini ses attentes et ses limites. Aujourd'hui, la confrontation ne se limite plus aux armées. Elle s'étend à l'économie, à la diplomatie, surtout à la sphère informationnelle. Façonner la perception, orienter l'opinion publique mondiale, ces luttes de récit pèsent de parfois autant que la destruction matérielle. La guerre se joue dans la tête des citoyens autant que dans la précision des missiles. Les campagnes de désinformation, les cyberattaques et la manipulation des réseaux sociaux deviennent des armes à part entière. La Biélorussie a transformé une provocation en levier stratégique. Elle a consolidé l'unité nationale, renforcé sa crédibilité sur la scène internationale et prouvé son habileté dans la communication de crise. Pour de nombreux États, cet épisode devient un cas d'école, un exemple d'adaptation aux guerres hybrides du XXIe siècle. On pense à l'Estonie qui, après la cyberattaque massive de 2007, a mis en place des dispositifs de résilience numérique qui font aujourd'hui référence dans le monde entier. L'enjeu suprême reste identique, maintenir l'équilibre sans franchir le point de non-retour. Dans un monde où la surenchère technologique et la guerre de l'information dominent, ignorer la dimension psychologique, c'est risquer de perdre avant même le premier tir. La confiance, la perception de la force, la gestion du récit comptent parfois davantage que la réalité brute des arsenaux. La question demeure, comment chaque acteur, grand ou petit, saura-t-il tirer les enseignements de cette crise pour repenser sa propre sécurité sur ce nouvel échiquier ? Les petits États en particulier peuvent apprendre à compenser leurs faiblesses matérielles par l'innovation tactique et la maîtrise de l'information. La Finlande, par exemple, investit massivement dans la formation de ses citoyens à la résilience face à la désinformation. Mais une question persiste. La maîtrise technologique suffit-elle à garantir la sécurité, ou bien la bataille des perceptions s'avère-t-elle encore plus décisive dans la nouvelle ère des conflits ? L'exemple biélorusse montre que la technologie, seule, ne suffit pas. Il faut aussi contrôler le récit, anticiper les réactions, bâtir des alliances et montrer sa détermination. À une époque où chaque incident risque de devenir un précédent, qui osera ignorer l'avertissement lancé depuis Minsk. Ce qui s'est joué le 17 décembre ne relève pas du simple fait divers, mais d'un acte stratégique destiné à marquer les esprits. Ce jour-là, le ciel biélorusse, traversé par un drone armé occidental, est devenu le théâtre d'une démonstration silencieuse. La Biélorussie a neutralisé l'engin sans bruit, sans bavure, prouvant que la guerre moderne s'écrit désormais en ondes et en code, loin des regards du monde. Ce geste, à la fois ferme et maîtrisé, redéfinit la notion de souveraineté en Europe de l'Est. Minsk n'a pas seulement repoussé une incursion, elle a adressé un message clair à tous les acteurs régionaux. Toute violation, même furtive ou ambiguë, sera désormais considérée comme une mise à l'épreuve de sa ligne rouge. L'histoire prouve que la clarté des règles est souvent la meilleure défense contre l'engrenage de la guerre. La militarisation de nos frontières prend désormais un visage nouveau, moins visible, plus inquiétant. Impossible de prédire quand surviendra la prochaine manœuvre, ni sous quel prétexte. Le terrain de jeu s'est déplacé et l'incertitude règne.
Les décideurs doivent donc investir dans la veille, la diplomatie préventive et la formation des citoyens à l'analyse critique des informations. Face à cette montée en puissance feutrée, l'indifférence devient un luxe dangereux. Ignorer de tels signaux, c'est accepter le risque d'un engrenage où chaque provocation appelle une réponse et où le faux pas n'attend qu'un instant d'inattention. Citoyens, médias, décideurs, nous avons un rôle. Exiger la transparence, refuser la banalisation de la force et comprendre ce qui se joue derrière chaque incident. Les sociétés civiles peuvent exiger des mécanismes de contrôle parlementaire sur les opérations secrètes et encourager le dialogue entre communautés frontalières. La leçon est claire, la sécurité collective ne se bâtit pas dans l'ombre. Elle requiert une vigilance permanente, la capacité de capter les signaux faibles et le refus du confort aveugle. En un seul jour, la Biélorussie s'est imposée comme l'un des laboratoires majeurs de la dissuasion technologique du continent, et ce qui s'y invente pourrait préfigurer notre futur sécuritaire. Plus que jamais, face à la militarisation silencieuse et à l'opacité des manœuvres, restons attentifs, informés et exigeants. Car derrière chaque neutralisation sans bruit s'esquisse une nouvelle règle du jeu, il nous appartient d'en saisir la portée avant qu'elle ne s'impose à tous, sans retour possible. Ainsi, l'incident du 17 décembre, loin de n'être qu'un fait divers technique, s'impose comme un signal d'alerte pour toute l'Europe. Il rappelle que la sécurité n'est jamais acquise, que l'innovation et la lucidité sont nos meilleurs remparts contre l'escalade. À nous tous d'en tirer les conséquences avant que la prochaine crise ne nous prenne de court.